Il y a le vieillissement normal de la mémoire qui survient avec l'âge, chez tout le monde, quoi qu'on fasse. Alors on peut lutter contre ce vieillissement normal. C'est un peu, si on fait une comparaison avec la peau, avec l'âge, il y a des rides qui apparaissent, c'est inévitable. Je crois que les gens attendent trop de médicaments hypothétiques, de la pilule magique qui va leur donner subitement une mémoire extraordinaire. Non, il faut se prendre en charge soi-même et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Il n'y a pas d'âge où vous dire « Oh mon âge, je ne vais plus apprendre à jouer du piano, c'est trop tard ». Non, si on le fait par plaisir, avec un côté ludique, il faut absolument ne pas se réfugier derrière de vagues excuses et y aller. Alors, évidemment, à notre époque, où s'il y a toutes les 30 secondes un GSM, un portable qui sonne, etc., bon, alors on est distrait, on perd le fil de ses idées, l'autre personne est distraite également, et on voit bien qu'elle ne fait plus attention à ce qu'on dit parce qu'elle a besoin de regarder le message qui vient d'arriver, et donc on est distrait, on part dans tous les sens. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence spéciale sur les pouvoirs de la mémoire. En compagnie du neurologue Pascal Mespouille, nous allons découvrir de nombreux secrets pour augmenter les performances de votre mémoire. Bonjour Pascal. Bonjour Claire. Alors je sais que vous êtes très pris, donc je tenais déjà à vous remercier d'avoir dégagé un peu de temps dans votre emploi du temps très chargé pour participer à cette conférence. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais me permettre de vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. N'hésitez pas à ajouter des choses ou corriger si besoin. Après tout, c'est vous l'expert. Donc vous avez une carrière très impressionnante, 30 ans d'expérience en neurologie. Vous avez été notamment chef de service en neurologie, maître de stage en neurologie, c'est-à-dire que vous formiez des médecins qui se destinaient à exercer cette discipline. Vous avez aussi été chargé de cours à la Haute École Robert Schuman en Belgique. Vous participiez en fait à la formation d'orthophonistes. Vous avez également donné de nombreuses conférences en France, en Belgique, également au Luxembourg, avec toujours cet attrait, cette spécialité pour les maladies dégénératives telles que Alzheimer, Parkinson et la maladie de Charcot. Et pendant toutes ces années, en plus de votre travail dans le monde de l'hôpital, vous avez également développé un cabinet privé pour toujours rester au plus près des patients et de leurs familles. Et vous avez aussi participé à plusieurs études pharmacologiques, notamment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer toujours. On aura l'occasion de le voir durant cette conférence en tout cas, mais ce qui ressort beaucoup de ce CV impressionnant, c'est votre capacité à transmettre vos connaissances. Et on va voir que vous les transmettez très bien, vous avez un réel don pour ça et ça donne vraiment envie de passer à l'action quand on vous écoute, en tout cas depuis qu'on vous a rencontré avec toute l'équipe de Pure Santé, on a vraiment tous eu envie de s'y mettre et ça fait du bien. C'est très bien, je m'en réjouis. Il y a quand même une autre chose que j'aimerais souligner dans votre parcours, c'est votre ouvrage, Quand les neurones ne répondent plus. Parce que ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est en fait les solutions pour lutter contre la perte de mémoire et le déclin cognitif de façon générale. Celles que vous proposez, en fait, elles intègrent des aides naturelles et non médicamenteuses et ça me parle beaucoup. Et en même temps, ces solutions sont très concrètes, elles sont accessibles et surtout elles sont réalistes. Vous ne promettez pas la lune, c'est vraiment des choses très concrètes à mettre en place et qui ont des résultats. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu et on va en voir ce soir un certain nombre, c'est pour ça que vous êtes là. Mais pour commencer, j'aimerais tout d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez définir très brièvement ce que c'est la mémoire ? Oui, bon, la mémoire, c'est apprendre un élément nouveau, le stocker et être capable de le restituer en temps opportun en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Alors, un élément important, c'est qu'on dit toujours la mémoire, c'est ce que vous utilisez comme terme, la mémoire. Il y a les mémoires et c'est très important parce que les mémoires sont différentes, elles répondent à des besoins différents et c'est très important. Bon, le plus connu, c'est la mémoire à court terme qui nous permet de retenir un numéro de téléphone, et puis les mémoires à long terme. Et ces mémoires évoluent différemment avec l'âge, il faut le savoir, parce qu'elles peuvent bénéficier d'aides différentes. Je prends juste un instant au milieu de cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte énormément pour nous. Si vous appréciez ce contenu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Un simple clic sur le bouton d'abonnement et l'activation de la cloche vous permettront de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci pour votre engagement. Reprenons maintenant la vidéo. Donc en fait, on devrait dire les mémoires. On devrait dire les mémoires, tout à fait. Et moi, j'ai une première question qui m'interpelle, c'est de savoir à partir de quel âge
on doit commencer à se préoccuper de muscler son cerveau. Est-ce que moi, voilà, à mon âge, je disais, non, mais j'ai souvent des trous de mémoire, j'oublie mes clés, tout ça. Est-ce que ça doit être inquiétant ou pas? Donc, est-ce qu'il y a un âge vraiment à partir duquel il faut vraiment prendre en charge ces problématiques? Alors vous avez raison, vous dites il faut muscler sa mémoire. C'est vrai que le cerveau peut être considéré comme un muscle qu'il faut entretenir, et donc il n'y a pas d'âge pour commencer. Ceci étant, plusieurs études ont montré qu'il y avait un âge optimal pour commencer, c'est l'âge moyen, vers disons 45-50 ans. Pourquoi? Parce que chacun sait que les enfants ont une excellente mémoire, elle est tout le temps stimulée pendant les études. À l'adolescence, ça continue. Quand on rentre dans la vie adulte, ça continue également. Donc on continue à avoir plein de sollicitations, des nouvelles pratiques, des nouveaux collègues à fréquenter, etc. Donc la mémoire est bien stimulée. Et puis avec le temps, bon, on se met dans une certaine routine. Le cerveau est un peu paresseux, donc il se met dans une certaine routine. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à développer sa mémoire, justement. Donc je situerai l'âge vers 45-50 ans. Alors après, je dirais, bon, il y a une étude assez récente et peu connue du British Medical Journal qui va dans ce sens. Des chercheurs ont effectué des recherches justement sur les différentes facettes de la mémoire. Ils se sont aperçus qu'à partir de 45 ans, il y avait un certain déclin. Donc c'est le moment où il faut commencer à lutter contre ce déclin, justement. Ah oui, donc c'est vraiment beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais. 45 ans, ça me paraît très jeune. Et moi, j'imaginais ça beaucoup plus, voilà, que les performances cognitives déclinaient plutôt vers l'âge de 60 ans. C'est l'âge que j'avais en tête à peu près. Et en fait, c'est beaucoup plus tôt. Alors, c'est plus tôt. Alors, il faut bien distinguer deux choses. C'est quelque chose de très important. Il y a le vieillissement normal de la mémoire qui survient avec l'âge, chez tout le monde, quoi qu'on fasse. Alors, on peut lutter contre ce vieillissement normal. C'est un peu, si on fait une comparaison avec la peau, avec l'âge, il y a des rides qui apparaissent, c'est inévitable, mais on peut quand même prendre soin de sa peau et on aura moins de rides que si on n'en prend pas soin. Pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Donc, plusieurs études ont effectivement montré que dès qu'on arrête son activité professionnelle, il y a un déclin. Notamment, il y a quelques années, une étude a montré que dans les 2 ans qui suivent l'âge de la retraite, les gens perdent environ 10% de leurs facultés. Et ce, quel que soit l'âge de la retraite. En France, il était à l'époque à 60 ans. Dans des pays nordiques à 67 ans, eh bien, on voit que chez les Français, à 62 ans, ceux qui avaient pris leur retraite perdaient 10%. Dans les pays nordiques, c'était beaucoup plus tard que ces gens perdaient leur mémoire, leur capacité. Donc c'est très important de stimuler très tôt. Alors, il faut distinguer donc ce vieillissement normal, c'est ce que je disais, du vieillissement pathologique, donc d'une maladie du cerveau et notamment de la mémoire, mais pas uniquement, qui est la maladie d'Alzheimer que tout le monde connaît. Alors ces temps-ci, on a l'impression qu'on ne parle que de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est lié à l'âge, parce que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui vivent longtemps, et c'est très très bien. On n'a même jamais connu autant de personnes qui arrivaient à un âge avancé, comme c'est le cas actuellement. De ce fait-là, la maladie d'Alzheimer est également devenue beaucoup plus fréquente, ça on pourra peut-être en discuter. Ce que j'aime bien comme notion, c'est Pascal Bruckner qui la verbalise, donc c'est un écrivain et un sociologue. Il dit, voilà, on a pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de nombreuses personnes qui arrivent à 60, 70 ans en bonne santé. Il faut quand même rappeler que auparavant, au début du XXe siècle, par exemple, la moyenne d'âge était de 40-45 ans. Donc, bien sûr, il y avait déjà des gens qui arrivaient à 60 ans, mais ils avaient souvent beaucoup vécu, ils avaient eu des maladies, ils avaient beaucoup travaillé. Donc, ils arrivaient vieux, je dirais, à l'âge de 60 ans. Et même le jargon médical s'en ressent. Pendant très longtemps, on utilisait le terme de sénile. Donc, dès qu'on avait 65 ans, tout était sénile. Quelque part, vous alliez voir votre médecin, j'ai un peu un trouble de mémoire, c'est normal, vous avez 65 ans, donc c'est un peu sénile. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le cas du tout. On aurait tendance à dire ça pour des gens, si un patient de 100 ans me dit « Oh, docteur, le matin, je me lève, j'ai un peu de mal au cou. » Quelque part, on dirait « Ah ben oui, 100 ans, c'est normal, c'est votre âge. » Mais à l'époque, on le disait à 65 ans. Donc, il faut bien distinguer ces deux aspects de la mémoire. Et donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut la stimuler très tôt, par des exercices appropriés, ça on peut en discuter, parce que c'est 15 ans ou 20 ans après que les troubles vont apparaître. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement encore assez méconnu. Et concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer de façon concrète quelles sont les erreurs en fait que nous commettons? Alors, la durée de vie accrue est quelque chose de tout à fait positif, il faut bien le souligner. Donc on peut parler d'été indien, comme le faisait Pascal Bruckner, mais malheureusement, on a également totalement modifié notre mode de vie. Alors ce mode de vie se fait par des excès, d'une part, et bizarrement par des carences d'autre part. Alors on va en prendre quelques-uns. Excès, par exemple, excès de nourriture. Donc de nos jours, on a de la nourriture à profusion, on a
accès à des saveurs différentes, à des nourritures qui viennent de tous les pays du monde. Donc on pourrait enrichir notre panel de goûts, de sensations gustatives. Et malheureusement, il faut constater qu'on n'a jamais mangé autant de hamburgers ou de pizzas surgelées parce que les gens font autre chose. Donc excès de nourriture, de calories vides, de boissons sucrées sans intérêt, alors qu'on pourrait par exemple boire des thés variés dont on dispose aujourd'hui, alors que c'était très compliqué dans le passé. Donc excès de nourriture, voilà, ça c'est un premier excès. Deuxième excès, c'est l'excès d'information. On a parlé d'infobésité. Aujourd'hui, le moindre événement sans aucune importance est relayé par les médias, ça passe en boucle sur toutes les chaînes, on perd son temps avec des informations qui ne sont pas importantes. Quand un président est élu, on nous ressasse avec la couleur de ses chaussettes ou la montre qu'il porte, c'est pas utile, il faut voir son programme, c'est ça qui importe. Et malheureusement, cette information en boucle et en surdiffusée, multipliée, est quelque chose de tout à fait toxique. Il y a également dans les excès qu'on vit, c'est un excès également de stimuli qui nous distrait tout le temps. Quelque chose qui est particulièrement irritant. Par exemple, on regarde sur certaines chaînes des journaux télévisés, bon, il y a le présentateur qui donne les nouvelles du jour, c'est ce qu'on recherche, mais en même temps, on a en dessous les cours de la bourse qui défilent, sur le côté, on a les matchs de foot, et au-dessus, on a la météo, donc ce sont toutes des choses, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a un sujet qui nous intéresse, c'est sur celui-là qu'il faut se focaliser. C'est d'autant plus important qu'un des problèmes qui se pose avec le vieillissement de tout le monde, je dirais, c'est qu'on est moins attentif. Alors là, comme on est submergé d'informations, on perd l'attention apportée à un sujet, celui qui nous intéresse, les informations ou le match de foot, c'est ça qui nous intéresse, mais on se focalise sur un sujet plutôt que de se disperser comme on le fait. Donc ça, ce sont vraiment quelques excès, mais qui interfèrent avec la mémoire. Pour quelle raison? Parce que si on mange mal, le cerveau dépend du corps, donc les deux sont constamment en relation, et donc c'est important, les anciens disaient déjà, mens sana in corpore sano, donc un esprit sain dans un corps sain, on le redécouvre maintenant. En plus, le cerveau est submergé d'informations qui ne sont pas toujours très utiles. Ça, ce sont tous les excès. Alors, des carences, il y en a aussi plusieurs. Bon, par exemple, une carence qu'on remarque de plus en plus, c'est le manque de sommeil, par exemple, parce que les gens restent devant leurs ordinateurs jusqu'à point d'heure, voire se laissent réveiller la nuit par tous les bips possibles que nos appareils nous fournissent en permanence. Donc ça, le manque de sommeil est quelque chose qui joue et qui interfère évidemment avec la mémoire. Donc il faut préconiser des solutions par rapport à ce problème de sommeil. Il y a un autre aspect, c'est le manque de liens sociaux. Donc paradoxalement, on n'a jamais eu autant d'amis, on a 30 000 amis sur toute une série de plateformes, mais on discute très très peu avec nos familles, avec nos amis. Or, c'est très important. Là aussi, des études ont montré que ce qu'on partageait avec les autres avait de l'importance. Par exemple, à toute autre chose étant égale, un couple de personnes âgées aura une meilleure mémoire qu'une personne seule, pour la simple raison qu'ils vont regarder un film, ils vont en discuter un petit peu, et de ce fait-là, ils mémorisent des informations. C'est quelque chose aussi sur lequel il faut insister, sinon on reste dans son coin, c'était bien, oui, c'était bien, et on ne fait rien d'autre, on n'en parle pas, et c'est pas bien. L'autre élément, c'est qu'avec l'âge, on commence aussi à manquer de stimulation. Tant qu'on est dans la vie professionnelle, tant qu'on est avec des enfants en bas âge, voire à l'université, etc., on est constamment sollicité. Mais après, on a tendance à se replier. Et souvent, l'âge de la retraite, c'est les gens disent « Ah, je vais enfin en profiter pour ne rien faire ». C'est une grave erreur, effectivement, parce que justement, il faut ouvrir. On a enfin la chance de ne plus être totalement sollicité par des aspects professionnels. Eh bien, ouvrons notre horizon, découvrons des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire auparavant. Et donc, il faut absolument redévelopper des liens sociaux, nouveaux, des centres d'intérêt qu'on n'a jamais eu le temps de développer pendant notre vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc se soucier de son hygiène cérébrale au sens large, et puis surtout de son hygiène intellectuelle, donc de stimuler la mémoire. Ouais, j'aime beaucoup cette expression de hygiène cérébrale. C'est vraiment l'impression que je garde de ce que vous venez d'exposer. Éviter les excès et combler les manques, en fait, en quelque sorte. Donc c'est vraiment une réelle hygiène, comme on peut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, une hygiène de peau, voilà. Donc oui, c'est important. Oui, ouais. Oui. Et j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus, justement, de cette relation cœur-cerveau. Est-ce qu'il y a des mesures spéciales à prendre, notamment, par exemple, quand on a un diabète ou des problèmes de cœur? Oui, bien sûr. Donc, on retrouve le côté d'avoir un corps sain. Donc c'est très important. Il y a eu des études. Les Américains ont fait une très très grosse étude après la Deuxième Guerre mondiale qui s'est déroulée qui se déroule toujours actuellement. Ils ont pris des gens d'âge moyen de 45-50 ans et ils les ont suivis
pendant 20, 30, 40, 50 ans. Tous les 2 ans, ils étaient soumis à un questionnaire, ils voyaient un médecin qui mesurait les paramètres, la tension, la fréquence cardiaque, qui cherchait également comment ils vivaient, est-ce qu'ils buvaient un peu d'alcool, est-ce qu'ils fumaient, est-ce qu'ils avaient des loisirs, quel était leur métier. Enfin, et c'était suivi pendant 40, 45 ans. Et donc, parce que c'est vrai qu'à 45 ans, je dirais que vous fassiez de graves erreurs de diététique ou pas par rapport à quelqu'un qui n'en fait pas, en général, la différence n'est pas très marquée, vous pouvez être encore en bonne santé. Mais 10, 15 ans plus tard, ça peut avoir des répercussions. Donc, on le dit toujours, souvent on paie un petit peu tardivement des erreurs. On le voit souvent, les gens le disent même par rapport à l'arthrose. Quand ils étaient jeunes, ils soulevaient des sacs de 30, 40 kilos sans problème. Puis après, ils abîment leur dos. Mais je dirais pour la mémoire, c'est un petit peu la même chose. On fait des erreurs. On se dit, oh ben bon, je suis en bonne santé, je peux faire tout ce que je veux, ne pas dormir, passer des nuits blanches, boire, etc. Et puis on risque de le payer par la suite. On le paie par un côté vasculaire. Donc il faut bien distinguer les deux aspects. Donc il y a à partir de 45 ans, on sait qu'il y a des micro-lésions qui se forment au niveau du cerveau. Donc des toutes petites minuscules thromboses qui passent pratiquement inaperçues, mais dont l'addition, dont la multiplication au fur et à mesure du temps va finir par avoir de l'importance. C'est pour ça qu'il faut vraiment soigner à l'âge moyen les pathologies qui se présentent et si possible les prévenir, empêcher qu'elles apparaissent, par exemple en n'ayant pas une vie trop sédentaire, une pratique sportive. Je dirais même dans la maladie d'Alzheimer, on a montré que les gens qui avaient plus de pratiques sportives, quelque part, retardaient un tout petit peu l'évolutivité ou en tout cas restaient plus longtemps en bonne forme parce qu'il y a ce problème vasculaire d'un côté, le problème dégénératif que représente Alzheimer de l'autre, et la multiplication des deux fait qu'évidemment les problèmes de mémoire sont beaucoup plus importants. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est d'essayer de réduire les risques qui peuvent être réduits. Alors attention, il ne faut pas faire de fausses promesses. La maladie d'Alzheimer, elle va se développer. Si vous devez avoir une maladie d'Alzheimer, elle va quand même se développer, mais si on retarde l'échéance, si par des mesures pratiques, physiques et autres, on parvient à retarder de quelques années, on maintient l'autonomie plus longtemps, et c'est tout bénéfice pour la personne et pour son entourage. Donc ça c'est vraiment important. Donc c'est la raison, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle vous me posez la question. Mais il faut effectivement réduire le risque d'obésité. Si on a un diabète même léger, il faut le traiter. Une hypertension même légère, il faut la traiter. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer. Ça c'est la composante médicale, mais c'est également à ce moment-là qu'il faut commencer à muscler sa mémoire également. Donc à dire je vais faire des exercices, je vais m'ouvrir au monde, à d'autres perspectives. Ouais. Ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il ne faut surtout pas remettre au lendemain justement cet entraînement et le fait de muscler son cerveau. Il faut le prendre en charge dès que possible. Et moi, la question que je me pose, je suis maman, je travaille à temps complet, je me dis, mais d'accord, bon, à 45 ans, j'ai pas encore 45 ans, mais on est actif, on a un travail, on a une vie, on a plein d'activités. Je me demande quand est-ce qu'on peut trouver le temps, dans cet emploi du temps chargé, quand on a des responsabilités et tout, pour booster son cerveau. Il faut prendre le temps. Je crois que dans tout emploi du temps, il y a toujours moyen de trouver 1 heure, 2 heures par semaine pour soi-même, pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est vrai que j'entends souvent, et c'est peut-être plus le cas de femmes que d'hommes, qui disent, voilà, j'ai ma vie professionnelle, mais je dois m'occuper de mes enfants, et puis quand je rentre, il y a encore le ménage, les courses, ça reste encore souvent un peu dans ce sens-là que ça joue. Et donc les femmes disent, moi, je n'ai absolument pas une seconde à moi de toute la semaine. C'est une erreur, elles doivent prendre ce laps de temps. 1 heure de yoga le samedi matin, 1 heure de lecture pour elles-mêmes, par elles-mêmes, à d'autres moments. Je crois que les gens attendent trop de médicaments hypothétiques, de la pilule magique qui va leur donner subitement une mémoire extraordinaire. Non, il faut se prendre en charge soi-même, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Alors vous dites, se prendre en charge soi-même, comment est-ce qu'on fait? Il y a 36 possibilités qui existent, et ça il ne faut pas les sous-estimer. Il faut faire preuve de toute façon d'imagination. En plus, je dirais à partir de 45-50 ans, quand on est adulte, on n'a plus de contraintes professionnelles aussi énormes, et surtout pas de contraintes scolaires comme c'est le cas avant, on peut sélectionner ses sujets d'intérêt et faire ce qui nous plaît vraiment, prendre du plaisir à développer sa mémoire sur des thèmes qui nous conviennent, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de thèmes ridicules. On fait ce qu'on a envie de faire, mais ça, il faut essayer de bien le faire. Il y a des gens, on vient de le dire, ils aiment le yoga, mais ils font du yoga. Il y en a qui s'intéressent à la Formule 1, mais qui s'y intéressent, mais qui le fassent à fond. Voilà. D'autres vont faire de l'ikebana, des choses pareilles. On le fait à fond et au moins on développe sa créativité, sa curiosité. On est en contact très souvent dans ces activités-là avec d'autres personnes également. Ça donne des occasions de dialogue et ça c'est quelque chose de très important. Beaucoup d'études ont montré, par exemple, que le bilinguisme
où la pratique d'un instrument de musique donnait ce qu'on appelle 2 ans de réserve cognitive, c'est-à-dire que bon, ça aide à reporter le déclin de 2 ans. C'est un chiffre, un ordre de grandeur, évidemment. Donc il n'est jamais trop tard, par exemple, pour apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au plus tôt, au mieux. Mais si à 40 ans, vous dites, moi j'ai envie de me mettre au piano, ben, vous vous mettez au piano, mais à ce moment-là, il faut vraiment le faire à fond. Vous dites, je me consacre au minimum 1 heure par semaine, je fais encore peut-être 2 fois 10 minutes d'exercice. Enfin, bon, il faut vraiment le faire, mais c'est ce que vous décidez de faire. Et puis après, il y a tous les aspects physiques également dont on a déjà discuté. Mais c'est important, il faut y réfléchir et puis faire ce qu'on a envie de faire avec plaisir. Donc, je vais poser plusieurs pistes dans le livre, notamment par rapport à cette approche, parce que c'est quelque chose d'important. Et les gens manquent parfois d'imagination, se disent qu'est-ce que je peux faire pour muscler ma mémoire, par exemple. Hein, donc. Alors justement, ces pistes, on va y revenir dans un instant. Moi, ce que j'aimerais savoir pour le moment, c'est est-ce qu'on peut vraiment le faire à tout âge, n'importe quand? Alors oui, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Le cerveau est un organe particulier, donc on appelle ça la plasticité. À toute époque de la vie, on perd des connexions, mais on en développe. Et donc c'est justement ça qui est très important, c'est de pouvoir développer des nouvelles connexions. On vient de discuter du piano, c'est clair que vous allez développer d'autres régions de votre cerveau qui jusque-là ne servaient pas en tout cas à ça. Et donc c'est quelque chose d'utile. Il n'y a pas d'âge où vous dites « Oh mon âge, je ne vais plus apprendre à jouer du piano, c'est trop tard ». Non, si on le fait par plaisir, avec un côté ludique, il faut absolument ne pas se réfugier derrière de vagues excuses et y aller. Le cerveau est un organe plastique, il faut le savoir, jusqu'à 80 ans, il continue à développer des nouvelles connexions. On dit toujours on perd des neurones. C'est vrai, avec l'âge, on perd des neurones, mais on développe des nouvelles connexions. Et là, c'est quelque chose qu'il faut justement favoriser. En ne faisant rien, bien sûr, on ne développe rien. En tout cas, moi, je crois que les gens qui nous regardent ce soir doivent être convaincus qu'à tout âge, il y a moyen de faire quelque chose pour sa mémoire et pour son cerveau. Évidemment, il faut le faire le plus tôt possible et avant d'être atteint par la maladie. Si on attend que la maladie soit extrêmement avancée, forcément, les solutions, il y en a encore, mais elles sont plus réduites. On va vous entendre, c'est marrant, j'ai un peu une image qui vient en tête. C'est un peu comme si on avait une Ferrari qui prenait la poussière au garage et qu'on avait d'un coup envie de reprendre le volant, de la dépoussiérer. Et en fait, c'est vraiment ça, reprendre le volant, dépoussiérer notre superbe Ferrari qui dormait depuis trop longtemps au garage. Et si je veux pousser cette comparaison un peu plus loin, je me demande si pour le cerveau, il n'y aurait pas un super carburant, un peu comme du carburant qu'on mettrait dans une Ferrari. Je pense notamment aux oméga 3 dont on parle beaucoup pour la mémoire et le cerveau et pour leurs bienfaits. Est-ce que ça pourrait être ce super carburant qui permettrait de dépoussiérer notre cerveau? Oui, c'est amusant comme comparaison, celle avec la voiture. Bon, idéalement, je crois qu'il ne faut pas laisser sa Ferrari dans le garage, il faut s'en servir régulièrement pour éviter qu'elle ne prenne la poussière, justement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut l'entretenir dès le début, ne pas la laisser trop longtemps au repos. Alors maintenant, par rapport aux oméga 3 ou à des approches médicamenteuses, c'est quelque chose évidemment qui est souvent demandé. Alors je dirais oui, ça peut être utile, c'est utile, ce sont des lubrifiants plutôt, ce ne sera pas le super carburant qui va vous permettre de gagner les 24 heures du Mans, mais ça va quand même vous permettre de vous aider. Moi je crois que le rôle des médicaments, alors il faut distinguer là aussi 2 aspects. Donc dans les maladies, si vous avez un petit peu d'hypertension, si vous avez une maladie d'Alzheimer, il y a un moment où il faut prendre des médicaments, ils sont là à leur place, il faut vraiment le faire. Ils sont utiles. Après, quand on a des problèmes de vieillissement de la mémoire, qui est tout à fait naturel, le médicament peut être utile, mais il ne doit pas servir d'alibi en disant j'ai pris mon oméga 3 ou j'ai pris mon ginkgo biloba et donc du coup je ne dois plus rien faire. Trop souvent les gens se réfugient derrière le médicament pour ne rien faire d'autre. Par contre, je crois qu'un médicament se glisse dans une stratégie plus globale de prise en charge et pourquoi pas à ce moment-là on peut utiliser des médicaments. Il faut encore trouver les bons médicaments et la bonne posologie. Trop souvent, on trouve des médicaments qui rassemblent 36 produits soi-disant très efficaces, avec des oligo-éléments, etc., mais qui sont tous sous-dosés. Donc là, il faut peut-être se faire bien conseiller pour avoir les médicaments bien dosés. Et puis, tous ces médicaments doivent être pris dans la durée. Ce n'est pas en prenant 3 jours ou 5 jours, parce que souvent, on a des bonnes résolutions, et puis elles ne durent pas très longtemps. Donc, c'est vraiment dans la durée aussi. Et là, malheureusement, on manque d'ailleurs d'études pour dire combien de temps il faut prendre ces médicaments. Par exemple, est-ce qu'il faut commencer à 50 ans et les prendre jusqu'à 70 ou 80 ans, ou est-ce qu'on doit faire des pauses? On n'a pas d'études précises qui permettent de renseigner sur ce point-là. Mais en pratique, en dehors justement de ces médicaments et de ces traitements qu'il faut prendre quand ils sont prescrits, évidemment, comment on peut transformer son cerveau en pratique? Par quoi on commence?
Alors je crois que la première chose par laquelle il faut commencer, c'est peut-être ouvrir son horizon. Avec l'âge, on a tendance à se renfermer dans des routines. Je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, sa tendance naturelle, ce sera d'être paresseux. Et donc, il faut essayer de varier pour développer des nouveaux réseaux neuronaux. Si vous n'avez jamais fait de piano, vous commencez à faire du solfège ou à jouer d'un instrument, vous allez développer de nouveaux réseaux neuronaux. C'est la neurogénèse dont on parle tout à l'heure. Alors, la neurogénèse, elle est surtout importante dans l'enfance, où les neurones se multiplient. Mais à l'âge adulte, où les neurones ne se multiplient plus ou très peu dans certaines régions du cerveau, dans l'hippocampe, mais qui est responsable de la mémoire, justement. Là, ce sont plutôt les relations entre les neurones qui se développent. Donc le neurone envoie davantage de prolongement vers d'autres neurones, et c'est ça qui permet la plasticité alors, du cerveau. Donc c'est très important. Alors, comment est-ce qu'on peut développer des nouveaux réseaux neuronaux? Moi, je dirais il faut le faire par curiosité. La curiosité est un excellent stimulant. Très souvent, les gens, même pour la cuisine, par exemple, font toujours le même type de plat, etc. Il faut essayer de varier et faire jouer, par exemple, nos 5 sens. L'homme a tendance à privilégier la vue en général, mais il faut développer l'odorat, le goût. Bon, je le dis toujours, quand il y a des patients qui viennent, essayez de varier les repas, mettez des épices différentes, même dans une purée, vous mettez autre chose, vous mettez un peu de cumin, mais après, il faut le faire remarquer à l'autre. Donc ça, c'est bien quand on est à plusieurs. Tiens, tu as remarqué que j'ai un peu changé, par exemple, ma purée. Voilà, donc dans l'échange, et tu sais ce que j'ai mis dedans, la personne ne peut pas le savoir, mais alors il cherche, il va développer une curiosité plutôt que de dire oui, elle est bonne ta purée, et puis on s'en fiche complètement. Il dit oui, tiens, je ressens quelque chose, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là? Voilà, ça c'est la curiosité qui permet d'accroître, je dirais, les relations. Donc, faire jouer les différents sens, puisque chacune de nos aires cérébrales, la région occipitale, c'est pour la vue, le temporal, c'est plutôt pour l'audition, et en les mélangeant les unes aux autres, on déploie, je dirais, nos capacités à découvrir de nouvelles choses et à stimuler nos neurones. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans le livre, notamment, je mentionne également, par exemple, des techniques pour muscler la mémoire. Alors, muscler sa mémoire, c'est assez difficile de développer une meilleure mémoire que celle qu'on a, donc il faut essayer de mettre tout à sa disposition. Et donc je parlais d'un endroit où la neurogénèse se déroule jusqu'à un âge plus avancé, qui est l'hippocampe. Elle est responsable de la mémoire, c'est très important, mais elle est également responsable de notre orientation dans l'espace. Et donc, il y a des techniques mnémotechniques qui peuvent être utilisées et on pourra aborder ultérieurement, par exemple, le palais de la mémoire, qui est une vieille technique qui est connue depuis les Grecs, que Cicéron utilisait et qui lui permettait de retenir par cœur des très très longs discours en associant la mémoire et l'espace. C'est une technique très intéressante qui a fait ses preuves chez les jeunes et chez les personnes plus âgées. D'autres techniques mnémotechniques ont fait leurs preuves chez des gens jeunes, comme par exemple avoir beaucoup d'imagination pour faire un récit qui relie différents événements, mais ça marche moins bien chez la personne âgée, et là aussi c'est quelque chose qui est à stimuler, c'est l'imagination. Les personnes âgées ont tendance à avoir toujours les mêmes relations de choses, et bien justement il faut se dire, tiens, je vais décrire cette scène ou la pièce où je me trouve, ou bien on va voir la maison la nouvelle maison d'un enfant. On la regarde avec un œil différent. Tiens, comment je la décrirais si je devais être un détective privé? Comment est-ce que je la décrirais si j'étais architecte? Et au lieu de dire, ah oui, la maison, elle est belle, et puis voilà, on a tout oublié. Mais si on fait attention, quand on est présent dans une maison, on y prête attention, du coup, on va voir plein de petits détails. Ça enrichit aussi. Et il faut de nouveau en discuter et le partager avec d'autres. Donc le premier point, c'est ouvrir nos horizons à des nouveaux sens. Ça, c'est très, très important. Deuxième point, ça pour moi, c'est peut-être le point fondamental, c'est celui de l'attention. Donc j'ai dit tout à l'heure que la personne, ça c'est un trait général du vieillissement normal du cerveau, c'est qu'on est moins capable de focaliser son attention. Donc l'attention, c'est la capacité à se focaliser sur un stimulus en oubliant les autres qui sont autour de nous et qui nous perturbent. Alors évidemment, à notre époque, où s'il y a toutes les 30 secondes un GSM, un portable qui sonne, etc., alors on est distrait, on perd le fil de ses idées, l'autre personne est distraite également, et on voit bien qu'elle ne fait plus attention à ce qu'on dit parce qu'elle a besoin de regarder le message qui vient d'arriver, et donc on est distrait, on part dans tous les sens. Donc focaliser son attention, parce que la personne plus âgée le fait moins bien, et donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Ouais. Il faut vraiment faire le tri. Donc on sait qu'on est bombardé d'informations, mais il faut faire le tri parce qu'on mémorise mieux ce qu'on a bien compris. Donc dans une donnée, on regarde un journal télévisé, un programme présidentiel ou autre chose,
c'est avoir la trame, retenir les informations pertinentes qui nous permettent après de retracer cela. Le fait d'en discuter avec quelqu'un d'autre, alors ça peut être avec un conjoint, mais ça peut être avec des amis le lendemain, le fait d'en discuter, et ce n'est pas une conversation de comptoir, mais le fait d'en discuter, d'avoir bien structuré sa pensée, aide d'une façon extraordinaire à la mémorisation. Et c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, et ça c'est quelque chose qui ne demande que l'énergie de le faire. Ça ne demande pas ni des médicaments, ni de matériel coûteux. Voilà, on prend la décision, on reste dans cela. Donc il faut rester évidemment, il faut stimuler son cerveau, les 5 sens, on l'a dit, varier les points de vue. C'est vraiment quelque chose de très très important également. Donc voilà, ce sont des choses extrêmement simples qu'on peut faire soi-même, tout seul dans son coin, et qui aident à enrichir notre mémoire. Ça, c'est tout à fait important. Ce que je disais également tout à l'heure, c'est qu'on apprend quand même beaucoup mieux en s'amusant. Et donc, c'est clair qu'il vaut mieux... Bon, la question, les gens disent parfois, oh, est-ce qu'il faut que j'apprenne encore des poèmes par cœur? Si ça vous plaît, faites-le, c'est important. Vous ne devez plus apprendre les fables de La Fontaine comme quand vous aviez 6 ou 8 ans. Je ne sais pas si on les apprend encore maintenant, mais si vous avez envie d'apprendre un texte parce que vous le trouvez beau, vous l'apprenez, et après c'est aussi l'occasion d'en parler ou avec les enfants. Oh, j'ai trouvé ce texte, je l'ai appris par cœur, regardez, je vous le récite, et on peut en discuter après, par exemple. Quelque chose qui est très utile aussi que des personnes font, c'est par exemple jouer au théâtre. Donc ils se réunissent à 4-5 personnes, 10 personnes, ils font une pièce de théâtre. Il y a un objectif, ça c'est quelque chose de très très important, et au moins ils sont concentrés, ils discutent, donc il y a une vie sociale également. Donc voilà, ce sont des petites pistes qu'on peut suggérer. De la même façon, je dirais, il faut continuer à développer sa curiosité. Il faut lire, mais ne pas se contenter de lire uniquement des romans, des choses pareilles. Moi, j'ai toujours bien aimé l'histoire, eh bien, je vais me spécialiser ou je vais lire des récits sur l'histoire de France, par exemple. J'ai des livres, je vais en bibliothèque. Voilà, ce sont des démarches proactives. Évidemment, il faut se mettre en activité, il faut se bouger, mais enfin, les résultats en valent vraiment la peine. Dans ce domaine-là, je dirais, à partir du moment où il n'y a pas de recette miracle ou de pilule magique, il faut se mobiliser pour y arriver. Donc il faut vraiment avoir un esprit libre, un esprit qui travaille aussi, qui se donne l'occasion de freiner de temps en temps. Parce qu'aujourd'hui, on court toujours dans tous les coins. Vous le disiez tout à l'heure, en tant que maman, il faut vite aller chercher les enfants à gauche, à droite, etc. Et puis, donc, du coup, on est complètement encombré par ça, le fait de dire, je prends aussi de temps en temps un moment pour freiner. Le cerveau a aussi besoin de ça. Donc, pas surstimuler non plus, pas faire les non, je crois que voilà, ça c'est le danger, c'est comme toujours quand on prend une bonne résolution, on se dit tiens, je vais étudier le piano, je vais en faire 8 heures le premier jour, ça ne marchera pas du tout. Donc je crois qu'au contraire, il faut le faire tout doucement, tous les jours, la régularité, si on a l'occasion, c'est pas toujours facile, mais enfin avec l'âge, on a plus de temps disponible aussi. Donc je crois que la régularité a son importance dans tous ces exercices qu'on peut faire. Et alors, il y a encore un point qu'on n'a pas abordé, mais qui doit être développé, ce sont des jeux de société, par exemple, parce que ça, c'est quelque chose qui permet de stimuler la mémoire. Alors, quand j'en parlais aux gens, on disait « Ah oui, mais moi, vous savez, je fais des mots croisés, donc il n'y a pas de problème, je stimule mon cerveau. » Alors, c'est très bien, il faut faire des mots croisés, effectivement, c'est utile. Après, on sait bien qu'une technique donnée, les mots croisés, ils font toujours les mots croisés du même journal, et après un petit temps, ils connaissent par cœur toutes les définitions, et alors, c'est plus vraiment stimulant. En plus, le mot croisé, c'est en général quelque chose qu'on fait seul. Alors, je leur dis, oui, c'est bien, les mots croisés, faites-le, continuez, mais variez déjà, peut-être, faites du sudoku, faites comme ça, là, vous êtes dans le registre mathématique. Et puis surtout, il faut jouer avec d'autres personnes. Donc, plutôt que de faire que des mots croisés, vous faites du Scrabble. Plutôt que de faire que du Sudoku, vous faites du Rumicube ou des choses qui, en tout cas, nécessitent des échanges avec d'autres personnes. Et par rapport à ces échanges aussi, quelque chose qu'il faut souligner, c'est les jeux informatiques. Il y a des tas sur le net, on trouve des tas de sites qui boostent, soi-disant, la mémoire. Oui, ça peut être utile. On peut le faire aussi. Voilà, mais il ne faut pas se contenter de ne faire que cela. Pour plusieurs raisons, parce que là, de nouveau, vous vous enfermez sur la net, vous n'êtes pas en contact, vous n'avez pas de vie sociale qui se développe. En plus, ces sites sont souvent l'occasion parfois de faire passer des messages publicitaires, de distraire. Sur ces sites-là, on distrait la personne, et donc ça n'est pas nécessairement... Oui, faites-le si ça vous amuse, mais un peu, et ne vous contentez pas de ne faire que cela. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc... moi, j'insiste sur la notion de transmission, parce qu'on retient et on mémorise mieux ce qu'on a transmis, et quelque part, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on nous serine actuellement, c'est-à-dire qu'il faut donner et on reçoit. On donne
on transmet des messages, mais en même temps, on reçoit plein d'informations des gens qui nous disent « Ah ben oui, j'ai tenu compte de ça, ou je fais ci, ou je fais là ». Et donc, l'échange permanent favorise la mémorisation. Si je récapitule, donc on a vu 4 pistes. La première, c'est de créer vraiment des nouveaux réseaux neuronaux. La deuxième, c'était vraiment retrouver une attention de qualité et réussir à focaliser son attention et à faire le tri parmi tout. Très important, oui. Ouais, voilà, toutes les informations qu'on peut avoir au quotidien. Et la troisième, c'était vraiment pouvoir veiller à réveiller chaque zone de notre cerveau. Et la quatrième, c'était apprendre en s'amusant, que ça avait vraiment une réelle importance et un réel impact. Et il me semble que vous vouliez aborder une 5e piste avec nous. Oui, donc là, on a abordé 4 points qui valent pour tout le monde, donc pour tous les cerveaux qui doivent travailler et se développer. Le 5e point, c'est dans la maladie d'Alzheimer. Alors là, on quitte la physiologie pour la pathologie. Et là, on sait bien qu'il y a des problèmes de mémoire très importants qui sont malheureusement irréversibles. Mais les conseils que je donne restent valables quand même dans la maladie d'Alzheimer. Mais ils doivent être appliqués le plus tôt possible. C'est pour ça qu'un diagnostic précoce est utile. Donc, il faut s'assurer directement du diagnostic quand on a des doutes. D'autant plus qu'à ce moment-là, souvent, en début de maladie d'Alzheimer, ça s'accompagne d'un mauvais moral. C'est quelque chose que je n'ai peut-être pas encore assez souligné. Le moral est quelque chose de très, très important. Et en début de maladie d'Alzheimer, les gens, je crois, se rendent peut-être inconsciemment compte que quelque chose ne va pas. Et donc, ils ont un mauvais moral, ils ont moins envie d'être stimulés, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et c'est justement à ce moment-là que la famille, l'entourage doivent absolument développer des nouvelles stratégies tant que la personne a encore des capacités mnésiques, et elle en a encore au début de la maladie, pour justement mettre en place des routines, des calendriers, des listes de mots, des cahiers de communication. Ce sont toutes des choses qui doivent être mises en place au début de la maladie, parce qu'après, il sera trop tard pour développer ces points-là. Donc le 5e point, c'est de dire, voilà, ces conseils qui valent pour tout le monde, valent aussi, peut-être un peu moins, mais ils valent aussi pour la maladie d'Alzheimer. Alors c'est vraiment passionnant toutes ces pistes que vous évoquez parce que c'est effectivement des choses faciles à mettre en place au quotidien. Enfin, facile si on prend vraiment le temps. Il faut avoir la volonté de le faire. Si on devient vraiment acteur de notre santé, à mettre en place, je disais facile dans le sens parce que c'est vraiment sans médicaments, sans matériel, ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement, aussi passionnant soit ce sujet, on ne peut pas tout détailler ici parce que sinon la conférence durerait des heures et des heures. Mais je vous dirai bientôt, dans quelques instants en tout cas, comment appliquer ces stratégies évoquées par Pascal Mespouille pour améliorer la mémoire et l'attention et ralentir donc le déclin physiologique qui est lié à l'âge. Mais avant ça, j'aimerais savoir si vous pouvez quand même donner quelques conseils de base que tout le monde devrait connaître. Oui, ça va un petit peu dans le sens de ce dont on vient de discuter maintenant. Bon, je crois qu'il y a 3 axes que tout le monde a bien compris, qui sont très très importants. C'est quand même s'occuper de son corps, donc manger moins, mais manger mieux, bouger, avoir une activité physique, ça c'est quelque chose de très important. Ce qui est bon pour le corps est bon pour le cerveau. C'est normal puisque le cerveau baigne constamment dans le corps. Donc ça c'est très très important. Veiller à son moral et veiller à des règles d'hygiène également, on l'a vu, le sommeil, etc. Donc ça c'est le premier point qui est vraiment fondamental. Alors le deuxième c'est avoir une activité intellectuelle, stimuler son intellect, ne pas s'endormir sur ses lauriers, même si on a été brillant au point de vue intellectuel dans sa vie professionnelle, il faut continuer, changer éventuellement les options, ses centres d'intérêt, mais il faut absolument continuer à garder une activité intellectuelle. Ça, c'est très important. Donc, le physique, le psychique, et le troisième, c'est le social. Donc, il faut continuer. Alors, ce n'est pas toujours facile, et c'est quelque chose qu'on rencontre parfois avec des personnes plus âgées. Elles disent « Oh, vous savez, mes enfants, ils sont très, très occupés par leur vie de famille. Mes petits-enfants, je ne sais pas de quoi faire avec eux parce que je ne suis pas performant en informatique, et donc mes petits-enfants se moquent toujours de moi. » Mais non, il y a toujours moyen de découvrir dans son environnement familial et social des gens qui sont intéressés, à condition qu'on soit soi-même, évidemment, un esprit ouvert et qu'on soit capable, nous aussi, de nous intéresser à ce que les autres nous apportent. C'est les 3 axes, en tout cas, que j'aimerais bien, que je voulais développer. Donc, je pense que ce qui est important de souligner, dans ces conseils de base, c'est vraiment le fait de les appliquer au quotidien aura un réel impact. C'est vraiment épatant. Les conséquences que ça peut avoir sur notre mémoire et sur notre cerveau si on les applique sur le long terme. Effectivement, je le confirme en une phrase, puisque c'est important d'en arriver là, c'est de dire
vous bougez plus, vous mangez moins, vous stimulez votre activité intellectuelle, vous entrez davantage en contact avec les autres, vous donnez et vous recevez. Pour moi, c'est une forme du secret du bonheur, d'un certain bonheur. Ben encore merci beaucoup Pascal Mespouille d'avoir participé à cette conférence. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses.